La voix du garçon était faible, presque un murmure chargé de poussière et de vent. Davy chantait les yeux fermés, assis sur une bouche d'égout, pendant que la ville passait sans hâte ni pitié. C'était une vieille chanson, de celles que plus personne n'écoute, de celles qui semblent avoir été écrites par quelqu'un qui a trop aimé et tout perdu. Les notes sortaient tremblantes, comme si elles luttaient pour ne pas se dissoudre dans l'air. Sur son dos, le vieux sac à dos bleu se balançait au rythme de sa mélodie, usé, recousu, taché de terre et de temps. Sur un coin, presque effacé, un nom brodé d'une écriture enfantine, Eloa. Les passants marchaient sans le regarder. Certains jetaient un œil triste, d'autres détournaient carrément la tête. Une femme sortit une pièce de monnaie de son sac, mais changea d'avis en voyant l'état du sac. Un vendeur de bonbons, agacé, cria « Eh, le gamin, tu fais fuir les clients avec ta voix de fantôme. Dégage d'ici !» Davy baissa la tête, serra le sac contre lui et s'éloigna, traînant les pieds. Il marcha jusqu'au bout de la rue, là où le béton laissait place à une ruelle taguée et silencieuse. Il s'agenouilla, étendit des cartons au sol et s'allongea en boule. Mais il ne dormit pas, il ne dormait jamais vraiment. Blotti contre le sac, il recommença à chanter doucement. Cette mélodie-là, il ne savait pas d'où elle venait. Il la connaissait avant même de comprendre les mots. Comme si elle avait été faite pour lui, ou par quelqu'un qui le connaissait mieux que lui-même. Au milieu de la nuit, entre les ombres de la rue, une silhouette s'approcha. Un homme grand, portant un manteau en cuir marron, avec un regard lourd de souvenirs. Il resta là, à observer l'enfant trop longtemps. Davy sentit les pas avant de les voir. Il se redressa d'un bond. « J'ai rien, monsieur, » dit-il, serrant son sac contre sa poitrine. Pas d'argent, pas de téléphone, rien. L'homme fixa le sac à dos, les yeux plissés, comme s'il tentait de voir à travers le temps. « Ce sac » murmura-t-il. « Où l'as-tu trouvé » Davy se figea. Son cœur s'emballa, prêt à s'échapper de sa poitrine. Il se leva d'un coup et s'enfuit, trébuchant sur ses jambes maigres, sans se retourner. Il ne s'arrêta que lorsque ses poumons brûlèrent et que l'air lui manqua. Il se cacha entre deux bennes à ordures, haletant, le sac serré entre ses bras comme un bouclier. Il ne savait pas pourquoi cette question l'avait autant effrayé. Mais il savait une chose. Ce sac n'était pas juste un objet usé. Il avait l'odeur de la pluie, du fleuve, de l'oubli. Et à ce moment-là, dans le silence humide de l'impasse, le garçon ressentit une chose qu'il n'avait plus connue depuis longtemps, la peur. Mais pas la peur d'être frappé, pas celle de la faim, une peur ancienne, une peur qui venait d'avant la rue, d'avant la ville, d'un endroit qu'il avait essayé d'oublier. Et le sac à dos bleu était la clé de tout. Le lendemain, matin, le ciel restait couvert, lourd de nuages bas. Davy passa des heures à se cacher, recroquevillé autour de son sac à dos bleu comme s'il s'agissait d'une armure vivante. Il n'arrivait pas à expliquer la peur qu'il ressentait. Elle n'avait pas de nom, seulement des racines profondément enfoncées dans sa poitrine. Ce jour-là, il ne chanta pas. Le silence l'avait englouti. En fin d'après-midi, affamé et tremblant, il sortit de sa cachette et s'installa sur un banc d'une petite place. Il avait le visage creusé et les yeux vides. C'est là qu'une voix familière réapparut. « Tranquille, petit, je ne vais pas te faire de mal, je veux juste te parler. » C'était le même homme, le manteau en cuir, les yeux calmes, mais lourd de questions. Davy voulut fuir à nouveau, mais ses jambes ne bougèrent pas. Son estomac grogna plus fort que sa peur. « Tiens, mange !» dit l'homme en lui tendant un sandwich. Davy hésita, puis le prit à deux mains et le dévora. Comme un animal affamé, chaque bouchée avalait un peu de sa honte. « Je m'appelle Martim, » dit l'homme. « J'étais policier. Maintenant, je cherche juste des réponses. » Davy le regarda brièvement. « Quelle réponse ?» Martim sortit une pochette vieille et usée de son sac. Il en tira une feuille de journal pliée qu'il posa sur le banc entre eux. Davy lut le titre, écrit en lettres floues, « Disparition d'une fillette pendant une inondation. Corps jamais retrouvé. » Sous le titre, la photo d'une petite fille souriante, deux nattes mal faites, des yeux brillants. Sur son épaule, un sac à dos bleu. Le même, Davy sentit sa gorge se nouer. Le sandwich était devenu une pierre dans son estomac. Elle s'appelait Eloa.
dit Martim. 8 ans. Disparu lors de l'inondation à São Miguel, à 6 ans. Ce sac à dos lui appartenait. Davy détourna le regard. Mais Martim ne bougeait pas, ne haussait pas la voix. Tu la connaissais? Non, jamais vue. Martim ne dit rien. Il observait. Davy transpirait. Ce sac à dos, poursuivit-il, a été enterré avec elle. J'y étais. Moi-même, j'ai refermé le cercueil. Il n'y avait pas de corps. Seulement le sac, une chaussure et un dessin. Tu comprends ce que je dis? Davy ne répondit pas. Le silence devenait lourd, étouffant. Il tira le sac à dos contre lui. Je l'ai trouvé dans une benne. Un mensonge, il le savait. Ce n'était pas un déchet, c'était une mémoire. Martim poussa un soupir fatigué. Elle chantait des chansons tristes inventées par elle. Un jour, elle m'a dit « Si je disparais, chante pour moi, d'accord ?» J'ai promis. Davy détourna les yeux. Ses paupières brûlaient. Sans s'en rendre compte, il se mit à fredonner doucement. La même mélodie que celle de la nuit, précédente. Martim pâlit. Cette chanson, c'est la sienne. Davy s'arrêta, il tremblait. Une partie de lui savait. Il avait toujours su. Je ne me souviens pas d'où je la connais. Mais elle se souvient de toi, murmura Martim. Je ne sais juste pas si comme ami ou comme témoin. Davy se leva brusquement. Il ne dit rien. Il courut encore une fois, les yeux brûlants, le cœur cognant, le sac sur le dos, l'âme en feu. Martim ne le suivit pas. Il resta là, le regard fixé sur la page froissée du journal, le nom Eloa et la promesse brisée. Ce sac était vivant et il voulait qu'on l'écoute. 2 jours passèrent. Davy ne retourna ni à la place, ni à la ruelle, ni à aucun des coins qu'il connaissait. Il ne chantait plus, il ne dormait plus vraiment. Le sac à dos semblait peser plus chaque jour, comme s'il abritait quelque chose de vivant, mais il ne le quittait jamais. Jamais. Martim le retrouva par hasard, recroquevillé sous les gradins d'un vieux terrain abandonné. Il avait le même regard décidé, la même question suspendue. Tu veux savoir d'où vient ce sac ou tu vas continuer à fuir? Davy ne répondit pas. Il ferma simplement les yeux et hocha lentement la tête. Il en avait assez de ce poids sans nom. La route jusqu'au village détruit était longue, sinueuse, silencieuse. La voiture tanguait comme un bateau fatigué. Dehors, tout semblait oublié. Des arbres morts, des maisons éventrées, des clôtures, avalées par la végétation. En traversant le vieux pont de bois, Davy se figea. Une nausée brutale le saisit. Il ouvrit la portière et vomit sur le bas-côté. Martim s'approcha, inquiet. « Qu'est-ce qui t'arrive ?»« Je suis déjà venu ici, » souffla Davy. « Je sais plus quand, mais je suis déjà venu. » La maison de la photo de journal était encore debout, une carcasse vide, rongée par les saisons. Murs décrépits, fenêtres brisées, sol couvert de boue et de feuilles mortes. Davy y entra, comme on entre dans un cauchemar, familier. Dans la chambre du fond, il s'arrêta net devant un crochet rouillé planté dans le mur. Là, autrefois, pendait un sac bleu, le même. Le vide sur le mur criait, il toucha le mur. Sans savoir pourquoi, il se mit à chanter une mélodie. Martim se retourna lentement. « Tu la connais ?»« Je sais pas, » murmura Davy. « Je sais, et pas d'où je la tiens. » Elle la chantait quand elle dessinait, c'était sa préférée. Les yeux de Davy se remplirent de larmes. Il s'assit sur le sol humide. Il pleura en silence, comme si son âme se fissurait. Martim s'accroupit près de lui. « T'étais ici la nuit de l'inondation ?»« Je sais pas, » dit-il. « Je vois des trucs, une forêt, l'eau qui monte. Je tiens une main. C'était la sienne ?» Pas de réponse. L'image restait floue. Mais la sensation était claire. La panique, le cri, le froid, l'eau partout. Martim soupira, les mains sur les genoux. « T'as pas tué cette fille, Davy, t'étais qu'un gamin. Mais elle est morte, et j'étais là. Peut-être pas, peut-être que tout est plus compliqué que ça. » Dehors, la pluie commença à tomber. Davy regarda le ciel gris à travers la vitre brisée. L'odeur de la terre mouillée lui rappelait quelque chose d'enfoui. Il prit le sac et le serra contre lui. Ce sac,
Il était avec elle quand elle a disparu? Oui, dans le cercueil, avec une chaussure. Alors pourquoi c'est moi qui l'ai maintenant? Martim ne répondit pas. Et ce silence-là pesait plus que tous les mots. Davy se releva lentement. Il observa la pièce, inspira profondément ce mélange de moisis, de bois pourri et de souvenirs. Je ne sais pas si je veux me souvenir de tout, mais je sais que je dois le faire. Martim hocha la tête. Alors on va chercher ensemble. La pluie s'intensifiait dehors. Mais à l'intérieur, quelque chose s'était réveillé. Et pour la première fois, Davy ne fuyait plus. Davy resta plusieurs jours sans parler. Il ne chantait plus, ne pleurait plus, ne posait plus de questions. Il était là, simplement, là comme une ombre couchée sur un matelas trop fin. Martim l'avait conduit dans un foyer temporaire, propre et calme, avec des repas réguliers et un lit à lui. Mais rien de tout cela n'apaisait le poids invisible qui pesait sur lui. « Je l'ai laissé tomber », murmurait-il, les yeux fixés au plafond. Martim décida de consulter un médecin. Un neurologue, un vieil ami à lui, prit le temps d'écouter, d'observer. « Amnésie dissociative due à un traumatisme sévère », expliqua-t-il. C'est comme si son esprit avait fermé une porte et jeté la clé. Mais des fissures apparaissent, et ce qu'il a vécu remonte petit à petit. Martim hocha la tête, absorbé. Alors, peut-être qu'il n'est pas coupable. Peut-être qu'il est juste une autre victime. Mais Davy n'y croyait pas. Pas encore. Quelques jours plus tard, une vieille dame se présenta au foyer. Elle avait vu une émission évoquant la disparition d'Eloa et reconnu le visage de Davy sur une photo. Elle était volontaire pour la Croix-Rouge, présente le jour de l'inondation. « Je me souviens de toi, mon garçon, » dit-elle. « Tu tenais la main d'une petite fille, tu pleurais, tu hurlais son nom, tu ne voulais pas la lâcher, et pourtant je l'ai fait. » répondit Davy, la voix brisée. « Je l'ai lâchée, tu as essayé de la sauver. Je m'en souviens, comme si c'était hier. Tu étais trempé, blessé, mais tu n'as jamais cessé de crier. Ce n'est pas ta faute. » Mais Davy recroquevillait ses épaules, comme si les mots glissaient sur lui sans jamais s'accrocher. Plus tard, seul avec Martim, il avoua. On voulait s'enfuir. Elle me l'avait dit. Elle disait qu'il la frappait, qu'il la fermait à clé. J'ai promis qu'on partirait ensemble, et quand l'eau est venue, j'ai échoué. Martim se leva et fit les 100 pas dans la pièce. Tu étais un enfant, Davy. Tu l'as suivi dans le noir, dans l'eau. Tu t'es battu, t'as fait ce que t'as pu, et pourtant, je suis le seul à être revenu. Oui, et aujourd'hui tu portes sa voix. Tu n'as pas fui, tu cherches, tu es encore là, c'est ça qui compte. Davy regarda son sac à dos. Il ne l'avait pas ouvert depuis longtemps. Le fermoir était sale, rouillé, comme si le sac renfermait quelque chose de plus qu'un simple souvenir. Il tira doucement sur la fermeture. À l'intérieur, il trouva des papiers froissés, un élastique de cheveux et un carnet à la couverture délavée. Sur une page, un dessin, 2 enfants main dans la main face à une forêt. Et au-dessus, écrit de travers, notre plan secret, fuir pour toujours. Les larmes coulèrent sans bruit. Je me souviens, cette forêt, on devait s'y cacher, attendre que quelqu'un de bien nous trouve. Martim s'agenouilla à ses côtés, posa une main sur son épaule. Alors on doit y retourner, là où tout a commencé. Peut-être que les réponses s'y trouvent encore. Davy hocha la tête, encore en larmes. Mais cette fois, il n'était plus brisé. Il était décidé. Ce n'était pas le pardon. Ce n'était pas l'oubli. C'était l'envie de savoir. Même si ça faisait mal, la forêt n'était plus tout à fait la même. Les arbres avaient grandi, les sentiers s'étaient effacés. Mais Davy reconnut l'endroit sans hésitation, comme si ses pieds se souvenaient mieux que sa mémoire. Il guida Martim jusqu'à une grosse pierre couverte de mousse. Derrière elle, à moitié enterrée sous des planches pourries, il y avait une vieille boîte métallique. « Tu es sûr que c'était ici ?» demanda Martim. Davy ne répondit pas. Il posa sa main sur la boîte comme on touche une blessure fermée depuis trop longtemps. En l'ouvrant, ils trouvèrent un morceau de tissu coloré, un élastique de cheveux usé et un petit mot plié des dizaines de fois. Davy le déplia lentement. L'écriture tremblante d'un enfant. « Si un jour je disparais, suis ma chanson. » Il resta figé.
Les larmes lui montèrent aux yeux, comme si ce papier pesait une tonne. « Elle savait, » murmura-t-il. « Elle avait peur que ça arrive. » Martim garda le silence respectueux. Il savait que les réponses les plus douloureuses sont souvent les plus silencieuses. De retour au foyer, ils s'installèrent autour du carnet retrouvé dans le sac. Parmi les dessins et les petits mots griffonnés, certaines pages contenaient des chansons. Des vers simples mais codés, des titres comme « Le fleuve n'emporte pas tout » ou « Une maison vide chante encore » revenaient plusieurs fois. Elle écrivait en secret, dit Martim. Chaque chanson cache un indice, un des textes attira leur attention. « Si je disparais avec le fleuve, ne me cherche pas dans la mer. Regarde à l'intérieur de la maison, j'y suis encore. » Martim releva brusquement les yeux. Elle ne parlait pas d'un souvenir, elle laissait une piste. Ils retournèrent une dernière fois dans la maison d'Eloa. La pluie tombait doucement, comme si le ciel savait ce qu'ils allaient trouver. Dans la chambre, Martim tapa doucement sur le plancher jusqu'à sentir un creux. Il retira les planches vermoulues et découvrit une boîte plus petite, enroulée dans du fil de fer. À l'intérieur, un vieux magnétophone, couvert de poussière et d'humidité. Martim le nettoya, souffla sur les cassettes, puis enclencha la lecture. La voix qui en sortit était faible, mais claire, celle d'une fillette. « Eloa, si vous entendez ça, c'est que je n'ai pas pu m'échapper. Ils m'ont enfermé. Ils disent qu'ils sont mes parents, mais c'est faux. Ils m'ont menti. Ils me font mal. J'ai essayé de fuir avec Davy, mais ils nous ont attrapés. » Martim se raidit. Davy ne bougeait plus. La voix continuait. « Si je disparais, ce n'est pas à cause du fleuve. C'est à cause du mensonge. Mais si Davy se souvient, il chantera pour moi. Il l'a promis. » Puis une dernière mélodie, fredonnée avec tendresse. « Le sac bleu ne pèse pas sur le sol. Il pèse dans le cœur de ceux qui n'osent pas. Dire non. » Davy s'effondra à genoux. Elle a enregistré ça en sachant qu'elle allait mourir. Martim posa une main sur son épaule, les yeux humides. Maintenant, on sait. Elle n'est pas morte dans l'inondation. Elle a été prise, emmenée et oubliée. Le garçon, lui, leva les yeux vers le plafond effondré. « Je vais chanter pour elle, » dit-il doucement. Même si personne n'écoute, Martim hocha la tête, la gorge serrée. Quelqu'un écoute toujours, Davy, même en silence. Et ce jour-là, la chanson d'Eloa retrouva enfin sa voix. La cassette d'Eloa était une blessure à vif, mais aussi une preuve. Martim et Davy retournèrent au commissariat d'une ville voisine et remirent le magnétophone au jeune inspecteur de service. Il écouta l'enregistrement en silence, la mâchoire serrée, les yeux rivés sur le sol. Quand la voix de la fillette dit « Ils disent qu'ils sont mes parents, mais ils mentent », le policier leva enfin les yeux, déterminé. « Ce dossier, on va le rouvrir. » Mais le dossier d'Eloa n'avait jamais été vraiment complet. C'était le chaos à l'époque. Des rumeurs, des papiers perdus, aucun certificat officiel de décès. Les parents adoptifs, Benedito et Marina Fernandez, avaient été supposés morts dans l'inondation. Mais leur corps n'avait jamais été retrouvé. Leur maison, elle, avait été vidée peu après. Aucun témoin n'avait parlé, aucun procès n'avait eu lieu. Martim retourna au village avec Davy. Ils questionnèrent les voisins, les anciens. Un vieil homme, M. Gilmar, fronça les sourcils en les voyant arriver. « Maintenant que vous le dites, j'ai vu une voiture noire partir de chez eux, quelques jours après l'inondation. Ils n'étaient plus censés être vivants. Et pourtant, la voiture était pleine. Une voisine, Madame Célina, raconta avoir entendu des pleurs dans les jours, qui suivirent la crue, des pleurs d'enfants venant de leur sous-sol. Mais bon, j'ai cru que j'imaginais. » Davy serra les poings, la vérité se dessinait. Eloa n'était pas morte dans l'eau. Elle avait été enlevée, gardée cachée, puis effacée. De retour au foyer, Davy restait prostré, la main posée sur le sac bleu. « Ils l'ont tué doucement », murmura-t-il. Martim, assis à côté, ne répondit pas. Parfois, il n'y a rien à dire, rien qui soulage. Le lendemain, un nouveau témoignage bouleversa tout. Un récupérateur de déchets reconnut le sac bleu dans un reportage. « J'ai trouvé ce sac il y a des années, dans un buisson, près
d'une route à l'écart. Je l'ai revendu pour quelques pièces. La piste s'arrêtait là, mais c'était suffisant pour comprendre. Le sac avait été retiré du faux cercueil. Quelqu'un avait voulu faire disparaître jusqu'à sa mémoire. Martim et Davy retournèrent une dernière fois dans la maison. Cette fois, ils inspectèrent le sous-sol plus minutieusement. Derrière une cloison instable, ils trouvèrent un paquet de papier brûlé, des restes de vêtements d'enfants et une boîte d'allumettes. Sur le côté, le nom d'un hôtel, une ville inconnue. Ils sont partis là-bas. Souffla. Martim, ils ont recommencé ailleurs. Eloa était morte, mais sa voix parlait encore. Ce soir-là, Davy s'assit devant le foyer, un vieux violon sur les genoux. Il pinça les cordes, lentement. La même mélodie que toujours, mais avec quelque chose de plus. Quelque chose de profond, de net. Un appel. Si je disparais avec le fleuve, ne me cherche pas dans la mer. Sa voix était calme, nue, vraie. Martim l'écoutait de loin. Il ne ressentait plus de pitié, seulement du respect. Davy ne cherchait plus à se souvenir. Il racontait, il témoignait, il chantait pour elle. Quand la chanson prit fin, Davy leva les yeux vers la lune. « Je t'ai promis que je chanterais, Eloa. Et maintenant, tu n'es plus seule. » Martim s'approcha, posa une main sur son épaule. Elle ne l'a jamais été, Davy. Et ce soir-là, le sac bleu sembla enfin respirer un peu de paix. La vidéo de Davy, chantant sous la lune avec le sac bleu à ses côtés, avait été filmée par un volontaire du foyer. Il l'avait publiée sans rien attendre. Mais le monde l'écouta. La chanson était simple, mais elle allait droit au cœur. Une mélodie qui restait en tête, des paroles qui serraient la gorge. « Si un jour j'oublie ton visage, ta chanson me le rappellera. » Et le sac resté là porte ce que le monde a voulu taire. Les commentaires affluaient, les partages se multipliaient. Les gens pleuraient devant leur écran. Ils voulaient savoir qui était ce garçon et qui était cette Eloa. Martim tenta de protéger Davy de la tempête médiatique. Mais Davy dit « Je dois parler ». Pour elle, il accepta les interviews, raconta tout. Le sac, les souvenirs, les chansons, le magnétophone. Il montra les noms, Benedito et Marina Fernandez, raconta la fuite, les cris, les blessures et la promesse. Sous la pression du public, la police reprit les recherches. Grâce à la boîte d'allumettes retrouvée, ils localisèrent un couple, vivant sous de faux noms dans une petite ville du Sud. Leur arrestation fut filmée en direct. Marina, les cheveux gris, les yeux vides, baissa la tête en descendant du fourgon de police. Benedito ne dit pas un mot. Un journaliste cria « Pourquoi avez-vous fait ça à cet enfant ?» Ils gardèrent le silence. Au commissariat, ils finirent par parler, par morceaux. Ils parlaient d'argent, d'aide sociale, d'une enfant difficile, capricieuse. Disaient qu'elle chantait sans arrêt, qu'elle voulait partir. Disent qu'ils ont eu peur, qu'ils ne savaient pas quoi faire, qu'elle est tombée malade, qu'elle est morte, seule. Davy fut convoqué pour témoigner. Il entra dans la salle calme, droit, le sac sur le dos. « Tu n'es qu'un témoin, » lui dit le procureur. « Non, je suis ce qu'il reste d'elle. Et qu'est-ce que tu veux qu'on l'écoute ?» Enfin, quelques jours plus tard, Davy fut invité à chanter dans un petit théâtre de la ville. Il monta sur scène avec un vieux t-shirt et son violon réparé. À ses pieds, le sac bleu. « Cette chanson, c'est la sienne, » dit-il doucement. « Moi, je suis juste la voix qu'elle n'a pas pu être. » Et il chanta. Une chanson lente, tendre, pleine d'enfance et de douleur. Les mots disaient la fuite, la promesse, les forêts, le fleuve. Le refrain murmurait « Une mémoire peut s'éteindre, mais une chanson, elle, revient. » Quand il eut fini, la salle resta muette. Puis les applaudissements montèrent, longs, forts. Certains pleuraient. D'autres appelaient son nom, mais une voix couvrait toutes les autres. Eloa, dans chaque note, dans chaque silence. Quelques jours plus tard, Davy enterra le sac bleu dans le jardin de l'école où il allait désormais étudier. Il planta des marguerites. Les fleurs préférées d'Eloa, Martim le regardait de loin, les mains dans les poches, les yeux humides. Davy se tourna vers lui, sourit. « Elle ne pèsera plus sur mes épaules.
Maintenant, elle va pousser. Martine s'approcha, ému. « Tu l'as fait, mon garçon !» Davy leva les yeux vers le ciel. Elle aussi. Même en partant, elle est restée. Et ils s'éloignèrent, laissant la mémoire germer. Là où avant il n'y avait que la douleur, maintenant il y avait la vie. Le temps avait passé. Doucement, sans fracas. Mais il avait passé. Davy n'était plus un enfant perdu. Ses chansons avaient traversé les rues, les radios locales, les silences des cœurs fatigués. Il ne se disait pas chanteur, il disait garder des voix. Comme Eloa le disait quand elle était petite, gardien de chansons. Ce soir-là, le théâtre était plein. Le rideau rouge attendait dans l'ombre. Martine, maintenant vieux, ridé comme les pages du carnet d'Eloa, était assis au premier rang. Les mains posées sur un violon muet, les yeux pleins d'une lumière tranquille. Le public se tut lorsque Davy entra sur scène. Il n'était plus un garçon des rues, mais il portait toujours en lui ce silence d'avant. Il déposa son violon, s'assit, puis ferma les yeux. Il ne dit qu'une phrase. Ceci est la dernière chanson du Sac Bleu. Et il joua. La mélodie était lente, presque fragile. Elle parlait d'une fille aux tresses inégales, d'un garçon qui avait promis, d'un fleuve, d'un sous-sol, d'un silence trop long. Mais surtout, elle parlait de mémoire et de fleurs. Si un jour je m'efface, chante-moi dans les marguerites, soufflait le refrain. Martine ne pleurait pas. Il laissait couler. À la fin, une lumière bleue douce enveloppa la scène. Pas aveuglante, paisible, comme une main posée sur l'épaule. Davy sortit de sa poche un petit collier, un pendentif en plastique usé. Il le montra à la salle. Il était dans le sac. Elle ne le quittait jamais. Il le posa sur le violon, puis s'accroupit et ouvrit le sac bleu. Il en sortit une feuille pliée et la déposa aussi. Ensuite, il laissa le sac au centre de la scène et il partit, sans se retourner. Le silence dans la salle était immense. Puis, lentement, une petite fille du public se leva. Elle monta sur scène à pas feutrés, s'agenouilla devant le sac et le prit contre elle. Elle se tourna vers sa mère et dit « Maman, ils sentent encore la musique, la lumière s'éteignit, le théâtre resta dans le noir, et au fond du silence, une dernière mélodie résonna, la voix d'un souvenir, la chanson du Sac Bleu. Parfois, la mémoire est une chanson que seule la douleur peut chanter. Si des histoires comme celle du Sac Bleu ont touché quelque chose en toi, peut-être qu'il est temps de rester par ici. Ici, chaque chanson garde un morceau de ce qu'on a oublié. Abonne-toi à la chaîne et continue d'écouter avec nous. Il y a encore tant de voix qui méritent d'être entendues.